Très bien, on va voir maintenant les différenciations basales. On a terminé avec les différenciations apicales. On a vu les microvillosités, leur organisation, leur spécificité architecturale dans chaque type cellulaire. Donc, on va voir les différenciations basales. On a terminé avec les différenciations apicales, on va voir avec les différenciations basales. Très bien, il y a une représentation, une autre représentation de la cellule. C'est la lumière, c'est la lame basale, ça c'est le pôle apical, ça c'est le pôle basal. Et ça, c'est les deux faces latérales. On remarque ici que la partie basale est très riche en mitochondries. Elle est très riche en mitochondries. Vous voyez que les parties basales de la cellule sont très riches en mitochondries. Très bien. Donc, ça, c'est une cellule. C'est la partie basale de la cellule. On remarque que la cellule présente des invaginations basales. Maintenant, des parties qui rentrent, elles sont montrées ici. Pôle basal des cellules rénales, et là, c'est des invaginations. Maintenant, c'est des parties membranaires qui rentrent à l'intérieur de la cellule. La question que je vous pose, cette partie-là, je peux la comparer à celle-là. Pourquoi celle-là, je l'ai appelée évagination? Et ici, je parle d'invagination. Qui peut me dire pourquoi? Non. En fait, c'est la différence de volume, principalement. C'est la différence de volume entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Quand j'ai un peu de milieu intracellulaire qui baigne dans un milieu extracellulaire, c'est une évagination. C'est moi qui ai l'intrus. Est-ce que vous comprenez? C'est le milieu intracellulaire qui est l'intrus. Il y a dans cette partie-là, quand je prends le pôle apical. Le pôle apical, quand je commence à comparer cette partie seulement. Non. Est-ce qu'il y a plus d'espace intracellulaire ou d'espace extracellulaire? Il y a plus d'espace extracellulaire. Donc, ce sont ces parties-là, ces prolongements membranaires qui sont les intrus, qui sont en train de s'introduire dans le milieu extracellulaire. Donc, c'est des évaginations. C'est la cellule qui va vers le milieu extracellulaire. Alors que ici, dans la partie basale, il y a plus d'espace intracellulaire ou d'espace extracellulaire? Il y a plus d'espace intracellulaire. Donc, c'est l'espace extracellulaire qui vient s'invaginer, créer l'invagination. Donc, dans le pôle supérieur, c'était les prolongements cellulaires qui étaient les intrus dans le milieu extracellulaire. Par contre, dans le pôle basal, c'était le milieu extracellulaire qui vient s'introduire entre plusieurs parties du milieu intracellulaire. Donc, dans le pôle basal, je parle d'invagination, tandis que dans le pôle apical, je parle d'évagination. D'accord? Très bien. Très bien. Différenciation basale, toujours. Structure au microscope photonique. Aspect strié du pôle basal correspond aux mitochondries regroupées dans cette région. Copie histologique. Donc, on peut dire que le pôle basal est très riche en mitochondries. Le pôle basal est très riche en mitochondries. Très bien. Micrographie en microscope électronique à transmission des invaginations basales d'une cellule rénale en contact avec les capillaires sanguins. Donc c'est une cellule rénale, elle est en contact avec les capillaires sanguins qui sont contenus dans le tissu conjonctif. On appelle le pôle apical, il est en contact avec la lumière, tandis que le pôle basal, il est en contact avec le tissu conjonctif, la lame basale, qui sont riches en vaisseaux sanguins. Le pôle apical est en contact avec la lumière, soit pour absorber, d'accord, soit pour éliminer. Et le pôle basal est en contact avec les vaisseaux sanguins, soit pour ramener quelque chose vers le sang, soit pour libérer quelque chose ou libérer le sang de quelque chose.
Nous prenons un exemple de perméabilité cellulaire. Supposons que j'ai des molécules de glucose dans la lumière intestinale. Les molécules de glucose sont au niveau de la lumière. Ils vont être absorbés par les S-GLUT, qui est un transport perméatif actif secondaire symport. Les molécules de glucose vont rentrer avec les molécules de Na+ au niveau du pôle apical. Au niveau du pôle apical, j'ai des S-GLUT. Les S-GLUT vont faire entrer le glucose de la lumière intestinale vers la cellule comment ça s'appelle, la cellule intestinale ou l'entérocyte. Ils vont entrer dans l'entérocyte, puis ils vont aller vers le pôle basal. Et au niveau du pôle basal, il y a d'autres transporteurs qui sont les GLUT2. Les GLUT2 vont faire sortir le glucose de l'entérocyte vers la lame basale, puis vers la circulation sanguine. Donc l'entérocyte, à travers ces deux pôles, à travers le pôle apical et le pôle basal, permet une communication entre la lumière et le son. Entre la lumière et le son. Donc il y a une communication établie au niveau du pôle apical et il y a aussi une communication établie au niveau du pôle basal. Au niveau du pôle basal. D'accord? Très bien, très bien. Donc il y a un contact entre la cellule rénale et le capillaire sanguin, le pôle basal. Au niveau du pôle apical, la cellule rénale est en contact avec la lumière tubulaire. Au niveau du pôle basal, la cellule rénale est en contact avec les capillaires. Elle est en contact avec les capillaires. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donner les fonctions des différenciations basales. Toujours. Augmentation de la surface d'échange avec le sang. Le pôle apical a comme but d'augmenter les surfaces d'échange avec la lumière. Le pôle basal a comme but d'augmenter la surface d'échange avec le sang. D'accord? Puisque je crée des invaginations, les invaginations permettent d'augmenter la surface membranaire et donc d'augmenter la surface d'échange. Une absorption des substances de la lumière par la surface apicale, une libération active des substances dans la circulation par la surface basale. Donc voilà, c'est l'exemple que je viens de vous dire. C'est l'exemple que je viens de vous dire, le fameux exemple du glucose qui est absorbé au niveau apical, qui est éjecté vers le sang dans le pôle basal. La question que je vous pose, l'élimination de la substance, maintenant quand j'envoie la libération de la substance dans la circulation par la surface basale, d'être entre parenthèses une libération active. Pourquoi on dit que cette libération est active? Pas nécessairement. Dans certaines situations, on a la flaire. Flaire, oui, elle dépend de l'ATP parce qu'il y a une pompe. Il faut savoir que la pompe ATPase, K plus ATPase, c'est elle qui module tous les transferts rénaux. Au niveau de la cellule intestinale, j'avais une absorption apicale de glucose et j'ai une élimination basale du glucose pour qu'il soit libéré dans le sang. Le glucose, il est éliminé dans le sang à travers le pôle basal. Est-ce que ça utilise de l'ATP? Non, ça n'utilise pas d'ATP. Comment le glucose peut-il migrer vers le sang sans ATP? Il va tout simplement suivre son gradient de concentration. Alors que comme le glucose au niveau du pôle apical, l'essentiel traîné. Quitte le glucose dans l'entérocyte, sa concentration va augmenter à l'intérieur de l'entérocyte. Donc la concentration de glucose à l'intérieur de l'entérocyte va devenir beaucoup plus importante que la concentration du glucose à l'intérieur du sang. Donc il va migrer vers le sang. Donc soit le transfert basal des molécules de l'entérocyte vers le vaisseau sanguin, soit il se fait via ATP, en utilisant de l'ATP, soit il se fait suivant son gradient de concentration. D'accord? L'essentiel, il y a une pulsion de ces molécules de la cellule vers le vaisseau sanguin. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Non. Quoi? Le glucose, comment il est transporté au niveau du pôle apical ou du pôle basal? Au niveau du pôle basal, il y a des molécules transporteuses, ce sont des GLUT2. Donc, les GLUT2, il va passer du milieu intracellulaire vers la circulation sanguine en passant par les GLUT2 et en suivant son gradient de concentration. C'est un transport pas actif, non. Le transport actif, il a été réalisé au niveau du pôle apical. Voilà, c'est une diffusion facilitée via le transporteur, via le GLUT. Et grâce au gradient de concentration. Donc on soit bien d'accord. Très bien. On va terminer avec les différenciations basales.
On va voir maintenant les différenciations latérales. Qu'est-ce qu'on a comme différenciation latérale? On a les interdigitations latérales et les dispositifs jonctionnels, les fameuses molécules jonctionnelles qu'on va voir dans le cours jonction ou la adhésivité. Très bien, très bien. Les différenciations latérales, interdigitation latérale. Regardez les interdigitations latérales. Ce sont des replis membranaires latéraux qui sont empilés en accordéon. Vous connaissez l'accordéon? L'accordéon est un instrument de musique. Il fait un piano de côté où celui qui joue avec un accordéon, il le mobilise comme ça pour créer des sons. D'accord? Un accordéon. Très bien. C'est plus facile de vous donner un exemple nommé sur l'accordéon que l'accordéon. تعرفوا les portes accordéon تاع l'aluminium. هذوك لي بورت اكورديون اللي يتفتحوا هكذا اون سو بليون سموهم على لاكورديون بصح ولاو الناس يعرفوهم اكثر من دوك الاكورديون باسكو سي بلو كورون on regarde ça plus fréquemment qu'un accordéon. D'accord? Un accordéon ça donne هذيك la musique celtique. C'est important. T'as le cirque. Je parle de musique celte. Donc, les replis membranaires, c'est quoi? C'est des replis, c'est des invaginations et des évaginations. Il sort et il rentre, il sort et il rentre, il sort et il rentre. La première cellule, elle crée des replis. La deuxième cellule crée aussi des replis. Et les deux replis se chevauchent comme ça, comme les doigts des deux mains. Donc, c'est des interdigitations. Nous avons deux cellules. Nous avons deux cellules, d'accord? Là, la première cellule. Là, la deuxième cellule. Ah. Et il y a des interdigitations. Des interdigitations entre les deux. D'accord? Comme ça permet quoi, les interdigitations? D'augmenter la surface d'échange entre les deux cellules. Ça, elles permettent d'augmenter la surface d'échange. Au lieu d'avoir une petite surface comme ça, elles vont l'augmenter en créant des replis, des interdigitations entre les deux cellules. Donc, les échanges vont augmenter grâce à l'augmentation de cette surface entre les deux cellules. Très bien. Interdigitation latérale toujours, aspect ultrastructural sur réplique des interdigitations latérales. C'est la technique de cryodécapage, microscope électronique à balayage. Vous voyez, c'est des replis. Voilà, c'est l'aspect sous microscope électronique à transmission. Hadoma, c'est des replis. Hadokamel, c'est des replis. Très bien. La signification physiologique, ce sont des membranes plasmiques mises en réserve pour permettre un changement de forme de l'épithélium, augmentation de taille des cellules, cellules cubiques, repos, extraction, cellules prismatiques, activité, synthèse, changement d'état d'un organe, vessie vide, vessie pleine, on parle d'épithélium transitionnel. Là, ils ne vont pas citer... Comme importance, ils n'ont pas cité la communication, comme je vous ai dit. Ils n'ont pas cité l'augmentation de la surface d'échange entre les deux cellules. Ils ont cité une autre importance. Vous gardez la première, mais vous mettez en évidence la deuxième, celle que je vais vous citer parce qu'elle est plus importante. D'accord? Les interdigitations, elles ont un autre rôle. Je suis une cellule où dans mon pôle apical, j'ai créé des replis membranaires. Ces replis membranaires, c'est un peu un repli de membrane. Je peux les allonger. Supposons qu'un air dit had le mouchoir. D'accord? Had le mouchoir. Had le mouchoir, supposons que y a la paroi latérale terrestre. D'accord? Là, il y a une cellule, c'est la première cellule, ou il y a une deuxième cellule. Ça, c'est la membrane basale, latérale, pardon. C'est la membrane latérale de la première cellule. La cellule, elle crée des replis. C'est un repli. Un repli, un repli, un repli. D'accord? Un repli, un repli. Donc, voici là la chaîne, la face latérale terrestre. Voyez ces replis. Donc, elle va les replier, les replier, les replier, les replier. Qui met avec Cornell Crème, qui connaît ici, il replie, 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 c'est la même chose. Donc,
C'est des replis qui me permettent d'avoir une grande surface membranaire sur une petite distance. Donc, la membrane elle est constituée de replis. Donc, quand on ouvre les replis, regardez la surface membranaire que je peux avoir. Or, la surface membranaire, elle est cachée. Elle est cachée puisque c'est des replis. Donc, elle est comme ça, la membrane. Oui, normalement, oui. Il y a une augmentation de la surface d'échange. Mais, l'augmentation de la surface d'échange, on se concentre sur le rôle montré dans vos cours. Vous savez pourquoi? À l'état de repos, la cellule elle est comme ça, mais ça, elle peut utiliser ses membranes. Pourquoi utiliser si la cellule perd une partie de sa membrane, donc elle va régénérer sa membrane. Elle est utilisée par les tissus transitionnels. Les tissus transitionnels comme la vessie. Il faut savoir que la vessie est un organe qui peut changer de taille. C'est une vessie vide. La vessie vide, c'est sa paroi. La vessie, les urines, elle se distend. En se distendant, tu as la membrane pour pouvoir contenir plus d'urine. Donc, la vessie se gonfle, elle se gonfle. En se vidant, quand il y a une contraction du détrusor, un relâchement du sphincter de la vessie, il y aura une miction. La miction correspond à la vidange de la vessie. La vessie va se vider, la vessie, elle était comme ça. Elle se replie. La vessie, elle est constituée de quoi? La vessie, c'est une paroi. La paroi, elle est constituée par des cellules. Et les cellules vont créer les replis pour pouvoir justement changer de taille et s'adapter au volume des urines à l'intérieur de la vessie. Est-ce que c'est clair? Donc, la spécificité que nous venons de voir, c'est les spécificités au niveau de la membrane latérale. Les membranes latérales possèdent une particularité, c'est la capacité d'avoir des replis. Ces replis sont surtout localisés dans les tissus transitionnels. Ces tissus transitionnels, ils ont la capacité de faire quoi? Ils ont la capacité de changer de volume, comme la vessie, et ils ont la capacité de ressusciter une membrane perdue en prenant une partie de la membrane dans les replis. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, membrane plasmique mise en réserve pour permettre un changement de forme de l'épithélium, une augmentation de taille. Donc, une cellule cubique peut se transformer en une cellule prismatique. Construire la cubique qui est en activité quand elle augmente son activité. La cellule cubique au repos, ou là en excrétion quand elle se vide, ou la cellule prismatique, grande de taille, en pleine activité, ou là en activité de synthèse. Changement de l'état d'un organe, vessie vide, vessie pleine. Là, c'est l'épithélium transitionnel. Très bien. Les interdigitations latérales. Toujours. Coupe histologique et représentation schématique de l'épithélium vésical à l'état vide. Les cellules s'allongent par dépliement, je viens de déplier mon mouchoir, dépliement des interdigitations disposées entre les cellules. Différenciation latérale toujours. Voilà, on vous montre une vessie pleine. Voyez, ça c'est les urines. Voilà, c'est l'épithélium. L'épithélium, il est bas, il est écrasé par les urines. Coupe histologique et représentation schématique de l'épithélium vésical à l'état plein. De nombreuses interdigitations disposées entre les cellules réduisent leur taille. De nombreuses interdigitations disposées entre les cellules réduisent leur taille. L'essentiel, c'est que les cellules, elles sont là, elles sont écrasées par les urines, et cela diminue la taille de l'épithélium. Quand la vessie est pleine, l'épithélium est dit épithélium bas. Très bien, on a terminé après les différenciations latérales.